Les thèmes du 22h ce soir, mea culpa, la compagnie pétrolière britannique BP assume l'entière responsabilité de la marée noire et ce soir la Floride proclame l'état d'urgence après la Louisiane. C'est une condamnation au goût de victoire pour Charles Pasqua, 1 an de prison avec sursis dans une affaire de malversation. L'ancien ministre de l'Intérieur a été relaxé dans 2 des 3 affaires pour lesquelles il était jugé par la Cour de justice de la République. La Grèce se résout au traitement de choc. Ce soir, le gouvernement aurait accepté de geler le salaire des fonctionnaires pendant 3 ans et de faire passer l'âge de la retraite de 53 à 67 ans. Et puis, c'est la dernière ligne droite pour les états généraux de la femme cette semaine. Nous en parlerons tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, je vous présente l'invité de ce vendredi soir. Elle est journaliste, scénariste et écrivain, Marie Desplechin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez commenter ce soir, nous allons commenter ensemble toute l'actualité très riche de cette semaine et je vais rappeler quelques-uns de vos livres et des thèmes abordés. Il y a les relations mère-fille dans Verte, Le monde de l'imaginaire dans Dragon, c'était en 2003. Il y a aussi La vie sauve en 2005 qui a remporté d'ailleurs le prix Médicis. Et puis plus récemment, La belle Adèle, c'est en mai chez Gallimard Jeunesse. Il sort en septembre, mais c'est pareil. Mais il a été publié sur smartphone avant, donc c'est une publication. Donc il est disponible sur smartphone et à venir en septembre. Voilà. Alors on va regarder ensemble tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actualité. C'est en images et c'est avec Fabrice Cunet. Une sortie par la grande porte pour Charles Pasqua. 2 relax et 1 an de prison avec sursis. De quoi donner le sourire à l'ancien ministre de l'Intérieur. Mieux, ce verdict clément de la Cour de justice de la République le rend combatif. Il est bien décidé à démontrer sa thèse de l'enquête déloyale et lance la contre-attaque. La première des choses à faire, c'est une commission d'enquête. Et il appartient également au garde des Sceaux d'en tirer les leçons. L'angoisse et l'attente sur les côtes de la Louisiane. Alors que les premières boulettes de pétrole commencent à arriver, Barack Obama appelle à la mobilisation générale face à une catastrophe nationale. La nappe de pétrole représente l'équivalent de la surface de la Belgique et menace un écosystème fragile. Un drame écologique et économique pour une région qui vit des ressources de la mer. Aujourd'hui, les bateaux sont restés à quai. Ils ne sortiront probablement pas demain. Ils vont tous se retrouver au chômage. Mobilisation générale, c'est du moins l'appel lancé par les syndicats pour ce 1er mai. Des syndicats en ordre dispersé malgré l'enjeu. En pleine négociation sur les retraites, le rendez-vous est crucial. L'occasion de faire pression sur le gouvernement. Autre thème indémodable dans le cortège, l'emploi et le pouvoir d'achat. Syndicats et opposition espèrent bien surfer sur les mauvais sondages d'opinion de Nicolas Sarkozy. Pour l'heure, le président de la République suit tout ça de loin. Il a inauguré aujourd'hui le pavillon français de l'exposition universelle de Shanghai. 6 mois de fête lancés officiellement ce soir avec la cérémonie d'ouverture, placée sous le signe du gigantisme. Marie Desplechin, Charles Pasqua, La marée noire le 1er mai, Unitaire, on verra, l'exposition universelle à Shanghai. Qu'est-ce que votre regard averti a retenu? Alors, pas la Chine. Vous n'avez pas retenu? Dont on parle sans cesse, et je ne vois pas du tout. Charles Pasqua, c'est curieux parce que c'est une question de génération. Parce que j'ai 50 ans. Nous, on a toujours vécu avec Charles Pasqua. Donc, il devient comme une espèce de personne fictionnelle qui a traverser des histoires louches, quand on se souvient de toute l'histoire de la politique ces dernières années. Donc c'est comme si on le retrouvait dans un espèce d'ultime rôle et j'arrive pas du tout à suivre ni avec sérieux ni avec un très grand intérêt. Et je pense que si je le faisais, ce serait avec une certaine tristesse. On dirait que vous en parlez même avec un peu d'attachement, quelqu'un qu'on revoit souvent. Mais c'est parce que quand on vieillit, vous savez, on est forcément nostalgique des choses connues, donc on se dit, mon Dieu, on voit, c'est à côté, oui. Sinon, La marée noire, que voulez-vous dire, c'est consternant et je pense que il y a tellement, on peut que tous être tellement triste et pour les gens et pour ces paysages invraisemblables. Voilà. Puis après, on ne sait pas, pour BP, il faudra les crimes industriels. Catastrophe écologique, en tous les cas, BP reconnaît aujourd'hui l'entière responsabilité. Aux États-Unis, mobilisation très forte puisque l'armée américaine sera mobilisée pour limiter cette catastrophe. On va passer aussi à un autre sujet important, c'est le feuilleton de la semaine. Il concerne bien sûr la Grèce et son sauvetage. Et on apprend ce soir, d'ailleurs, c'est une information de Financial Times, que le gouvernement grec se résout au traitement de choc. Il aurait accepté de geler les salaires des fonctionnaires pendant 3 ans et de faire passer l'âge de la retraite de 5
53 à 67 ans. Retour sur le feuilleton avec Élisée Cardi. Semaine décisive pour la Grèce qui commence lundi sur une note plutôt optimiste. Face à une crise financière sans précédent, le pays rassure en présentant de nouvelles mesures pour remettre de l'ordre dans ses finances. Et ça marche. La Banque centrale européenne laisse entendre que le plan d'aide à la Grèce sera mis en place. Mais le très attendu FMI ne s'avance pas encore. Nous négocions avec la Grèce puisqu'elle nous a demandé de venir négocier avec elle. Tant que la négociation n'est pas terminée, je n'ai pas de commentaire. L'Allemagne freine toujours ce plan européen d'aide à la Grèce, mais accusée de faire blocage, la chancelière allemande infléchit sa position. Je le dis très clairement, l'Allemagne va aider la Grèce si les conditions sont remplies. Cela va prendre encore quelques jours. Il faut que ça soit négocié dans le calme, avec pondération et détermination. Mardi, une très mauvaise note vient faire à nouveau tout basculer. Les agences de notation qui classent les pays sur une échelle de solidité financière dégradent la Grèce de 3 crans. La Grèce passe dans la catégorie des pays spéculatifs. Les bourses s'affolent. De l'Europe à Tokyo et New York, les titres clôturent tous à la baisse. L'attaque des marchés sur la Grèce, c'est une attaque contre notre monnaie. Et attaquer notre monnaie et laisser faire, c'est laisser faire des attaques contre notre économie, notre entreprise, notre système économique. Qui attaque la Grèce, attaque l'Europe, attaque l'euro, attaque la France. La France déterminée à mettre la main à la poche. Mercredi, après la Grèce, c'est le Portugal qui perd des points au grand classement des économies en crise. Et c'est toute l'Europe qui craint la contagion. Les responsables européens et le FMI réunis se mettent d'accord pour accélérer le déblocage de l'aide à la Grèce, pressant l'Allemagne de se rallier à cette position. Et donc, nous devons absolument, compte tenu de la situation, prendre des décisions rapidement. Il est évident que les négociations entre le gouvernement grec, la Commission européenne et le FMI doivent être accélérées. Nous espérons aboutir dans les prochains jours et en fonction de cela, l'Allemagne prendra sa décision. Aujourd'hui, vendredi, une réunion de l'Eurogroupe est annoncée pour dimanche à Bruxelles afin de valider ou non ce programme d'aide à la Grèce. En France, une réunion de travail sur sa mise en œuvre est déjà prévue demain à l'Elysée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. L'invité de ce vendredi, c'est Marie Desplechin. Et nous a rejoint pour parler de la situation grecque. Gaëtane Ricard-Nioul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Europe. Alors, je disais tout à l'heure, nous avons appris ce soir que la Grèce se résout dans la douleur, au traitement de choc. Geste quand même important, sacrifice, qui devrait maintenant débloquer la situation, et en particulier du côté allemand. Mais on l'espère, puisque les chefs d'État et de gouvernement s'étaient mis d'accord sur un plan. C'était juste la décision qu'on attendait, c'était celle de l'enclencher. Et donc c'est vrai que l'Allemagne a traîné à prendre cette décision. Et donc on espère maintenant que ces sacrifices, comme vous dites, du côté de la Grèce vont les aider à passer et le cap. d'ailleurs, on a beaucoup, l'attitude de l'Allemagne a été beaucoup critiquée. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez compris qu'on puisse critiquer cette attitude de l'Allemagne et de son opinion publique, qui était rétive face à l'aide de la Grèce ? Alors oui, ça peut se comprendre dans une certaine mesure. C'est un pays qui normalise ses rapports vis-à-vis de l'Union européenne, qui va, il faut s'y habituer, affirmer ses intérêts nationaux plus fortement que précédemment. Maintenant, et c'est vrai qu'ils ont eux aussi fait des sacrifices qui font qu'ils sont peut-être plus réticents que d'autres à faire des efforts. En même temps, je crois que les responsables politiques n'ont pas assez expliqué ceux qu'ils ont retirés eux-mêmes de la zone euro et à quel point aussi toutes les économies de la zone euro sont interdépendantes. C'est évident qu'on ne peut pas, juste en excluant un sauver pays... la Grèce, sauver l'Europe. Voilà, Marie Desplechin. Il n'y a pas un égoïsme, vous l'avez peut-être perçu comme ça, un certain égoïsme allemand? Oh, je dirais pas égoïsme, parce que dans les dernières années, quand même, ils ont ramené ces deux pays ensemble. Ils ont énormément travaillé pour l'Europe aussi. Ils ont beaucoup donné leur part à l'Europe. Donc c'est trop facile de critiquer. Moi, ce que je regrette, c'est juste qu'il n'y ait pas plus d'Europe. C'est-à-dire que les choses doivent en arriver là pour qu'on prenne des solutions qui sont dans l'urgence. Alors que si on avait des politiques sociales et économiques plus intégrées, on n'en arriverait pas là. Parce que justement, au-delà des conséquences économiques, là, les turbulences financières grecques, elles provoquent une véritable crise identitaire au sein de l'UE. Est-ce qu'il va y avoir une Europe d'avant et d'après crise grecque ?
Non, je ne pense pas, dans la mesure où la crise grecque a surtout... Donc ça va se répéter alors, s'il n'y a pas de prise de conscience. Elle a exacerbé des tendances qui étaient déjà un peu à l'œuvre, qui est quand même un certain repli national. La crise, en général, a exacerbé ce repli national, et la crise grecque, une fois de plus. Moi, ce que j'espère plutôt, c'est qu'au contraire, elle va provoquer un sursaut, dans le sens où on va dire, OK, on refait plus ça. Parce que l'image qu'on a montrée à l'extérieur de l'Union européenne, à l'opinion publique, était une image de désunion, et c'est l'inverse. On a beaucoup parlé de l'opinion publique allemande, française et autres, mais pas grecque. Ça risque quand même d'aggraver le ressentiment de la population grecque à l'égard de l'Union européenne, de voir tous les sacrifices qu'ils ont dû faire, parce que la population ne se sent pas responsable de ce que le gouvernement a fait. À l'égard de l'Union européenne, je ne sais pas. À l'égard de l'élite grecque, peut-être, parce qu'il y a eu des décisions peut-être irresponsables qui ont été prises aux dépens des citoyens, mais surtout en Grèce. Je crois qu'au contraire, l'Union européenne aura plutôt joué un rôle protecteur. Mais bon, est-ce que les Grecs vont le percevoir comme ça je ne sais pas. C'est sûr que là... On va les entendre dans la rue, parce qu'ils vont descendre. Marie Desplechin, vous êtes une Européenne convaincue? Oui. Vous le dites avec un petit sourire. Non, mais j'ai l'impression que c'est des espèces de professions de foi ridicules. Oui, je suis une Européenne convaincue, j'ai voté oui, et je regrette qu'il n'y ait pas plus de travail, de réflexion ensemble. Et après, je conçois que ce soit extrêmement compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont très, très difficiles. Et d'ailleurs, ce vote en était un exemple. C'est qu'on n'arrive pas à simplifier, à présenter simplement des choses qui certainement pourraient être... Justement, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer? Que c'est un destin commun, l'Europe, c'est ça qui est compliqué à comprendre? Oui, c'est ça, peut-être parce que la génération de leaders actuels n'en est pas convaincue à 100% elle-même. Il faut des jeunes, alors? C'est une génération... Je ne sais pas, je ne suis pas de la politique, mais c'est une génération, à mon avis, qui est peut-être effectivement, ça c'est la version optimiste, une génération d'entre-deux. C'est-à-dire à la fois ils n'ont pas vraiment connu la guerre, et en même temps ils n'ont pas connu l'Europe réelle non plus, l'Europe d'Erasmus, l'Europe des échanges. Donc oui, peut-être qu'on peut espérer que la prochaine génération de leaders aura au moins intégré l'Europe comme une évidence. Peut-être pas comme un idéal, mais comme une évidence. C'est ce qu'on espère. Un mot, vous m'avez dit que vous n'étiez pas politique, donc c'est une association, notre Europe. Oui, c'est ce qu'on appelle c'est quoi les projets là à venir? C'est un centre de réflexion, donc on travaille sur différents projets. En particulier, on a relancé l'idée d'une communauté européenne de l'énergie, se fondant sur une proposition de Jacques Delors, parce qu'on est convaincu évidemment qu'il faut un projet justement qui va amener... Pour vous, ça passe par les projets concrets avant l'esprit, la politique. Fait, les 60 ans de la déclaration Schuman qui a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est comme ça qu'on a commencé. Merci beaucoup Gaëtane Riccarniu, merci d'être venu ce soir. Et on notera à ce sujet qu'une réunion est prévue demain à l'Elysée sur le plan d'aide à la Grèce. Et dimanche, c'est l'Eurogroupe, on entend beaucoup, qui se réunira. Et bien nous aurons l'occasion de reparler de tout cela lundi, puisque l'économiste Nicolas Bavret sera l'invité du 22h. La suite à présent avec les personnalités de la semaine, celles qui ont marqué en bien ou en moins bien. Regardez, c'est sélectionné par Simon Barbary. Un boucher nantais dans le collimateur de Brice-Hortefeux, Liès Ebadj, soupçonné de polygamie, pourrait perdre sa nationalité française, une première pour de tels motifs. Coqueluche des médias pendant une semaine, ce commerçant père d'une douzaine d'enfants ne se démonte pas et déclare qu'en France, avoir des maîtresses n'est pas puni par la loi. Le journal Libération, la nouvelle bête noire d'Édouard Balladur. Selon le quotidien, il aurait perçu illégalement 10 millions de francs pour sa campagne présidentielle en 1995. Un pot de vin pour un contrat d'armement signé avec le Pakistan un an plus tôt. Édouard Balladur réfute dans une tribune du Figaro. Autre lieu, autre tribune, le jour suivant, l'ancien Premier ministre a plaidé sa cause à sa demande devant une commission d'information parlementaire. À gauche toutes et tous derrière Martine, le ton est donné. Lors d'un discours à la Mutualité, Martine Aubry a sonné le début de la reconquête des socialistes pour 2012. Exit les rivalités de présidentiables avec l'adoption à l'unanimité d'un texte de 27 pages fortement marqué par le retour de l'État interventionniste. La maire de Lille affiche la couleur, reconquérir les classes populaires. Même si au PS on précise que le texte n'est qu'une trame de départ et non un programme présidentiel. Insulter ses électeurs, sûrement pas la meilleure manière de gagner un scrutin. Gordon Brown pourrait en faire les frais et voit ses jours comptés à Downing Street.
Réputé coléreux, le candidat travailliste a fait honneur malgré lui à sa réputation. Ce mini-scandale a plombé sa dernière prestation télévisée. Les sondages le classent 3e à une semaine des élections législatives britanniques. Retour sur le plateau, Marie Desplechin, on a vu parmi les personnalités de la semaine, Martine Aubry qui dit à gauche toute. Qu'est-ce que vous dites? Ouf, ça y est, la gauche est de retour. Non, vous êtes marrante. Non, si c'était si simple, ce serait réjouissant. Non, mais c'est... Ce que j'avais bien aimé, c'était le discours qu'elle avait tenu sur l'idée du care. C'est-à-dire que ce qui manque pour le moment, c'est pas des leaders puisqu'il y a un tas de gens, c'est pas un parti puisqu'il y en a un, c'est même pas des actions puisqu'on a un tas de maires et de gens en région qui font un tas de choses. Ce sont des idées. C'est-à-dire le problème, c'est pas le haut. Essentiel. Ouais, le problème, c'est pas le haut. Le problème, c'est en bas. C'est un tas de gens formidables, il y a un tas d'énergie, il y a un tas de pensées possibles qui ne sont pas pour le moment fédérées, utilisées. Et il y a beaucoup de choses à penser. C'est pas qu'il n'y a plus rien à penser dans l'idée de la gauche, comme on a pu se le dire à un certain moment de dépression. Et donc le fait que Aubry puisse tenir, recréer un espèce de mouvement de désir, ce serait formidable. Et après, si ça pouvait se concrétiser par des choses qui soient venues plus de la population. Et dans cette idée-là, là, on dirait que c'est un petit peu l'initiative Ségolène Royal. C'est la démocratie participative, ça vient du bas de la base. Oui, après c'est un débat compliqué, c'est-à-dire comment on l'organise, comment on l'utilise pour soi. Bon, là disons, voilà, on est reparti maintenant sur cette, voilà, c'est Aubry qui a parlé, il y a l'unité, donc on va pas déjà recommencer à découper des petits morceaux de gâteau. Oui. Allez, on continue à parler de politique. C'est tout de suite, c'est la chronique d'Olivier de Lagarde. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Olivier, et on va parler avec vous d'un ministre. Pas n'importe lequel, on a beaucoup parlé de lui cette semaine, c'est le ministre de l'Intérieur. Brice Hortefeux, son prénom glisse comme une planche de surf et son nom claque comme un ordre à un peloton d'exécution. Oui, et notre ministre de l'Intérieur est un peu comme ça, à deux visages. De loin, il fait un peu dandy anglais avec le rose aux joues, mais de près, ne vous y trompez pas. C'est le porte-flingue de la Sarkozy, un vrai dur, un ami de 30 ans, un fidèle parmi les fidèles du président. Alors, est-ce cette fidélité qui lui fait autant détester la polygamie? Toujours est-il que sa petite phrase lui vaut d'être notre homme de la semaine, en réclamant qu'un homme suspecté d'avoir plusieurs femmes soit déchu de sa nationalité française. Il a réussi un bon coup médiatique. En même temps, pas sûr que tout cela soit très habile. D'abord, il va être quand même un peu difficile de prouver qu'il y a bien polygamie à notre musulman à cœur d'artichaut, qui lui a beau jeu finalement de parler de maîtresse. Et c'est vrai que dans notre beau pays, si tous les hommes qui trompent leurs femmes doivent être déchus de leur nationalité, il n'y aura plus grand monde pour jouer dans notre équipe de football. Plus sérieusement, en plein débat sur l'interdiction du voile islamique, on voudrait donner l'impression aux musulmans qu'on souhaite les exclure, on ne s'y prendrait pas autrement. En son temps, rappelez-vous, le président Chirac avait dénoncé une fracture sociale. Il serait sans doute bon que nos leaders s'aperçoivent que cette fracture s'en double d'une deuxième communautaire. Dans certaines cités, le feu couve en fait depuis 2005 et certains ne rêvent que d'une chose, c'est de faire passer des nuits blanches à notre ministre de l'Intérieur. Merci Olivier de Lagarde. Marie Desplechin, pas sur le ministre, mais sur ce débat qui a beaucoup agité le monde politique et médiatique, l'interdiction de la burqa. Le problème, c'est que la loi va être extrêmement difficile à appliquer. Moi, sur le principe, bon, je suis pas contre, pour trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que pour moi, c'est une chose qui est extraordinairement choquante de voir ces femmes enfermées derrière ces voiles. Et en cherchant à me forger une opinion, parce que c'est très très difficile d'avoir une opinion arrêtée. Mais si on s'appuie sur ce que disent les Algériennes, ce que disent les Afghanes, ce que disent les Kérotes, ces femmes-là qui prennent parti en disant jusqu'où on peut aller en laissant passer une attaque après l'autre, et ce que c'est en fait que de vivre ces conditions-là, je me dis, je leur donne ma voix. Il faut faire attention à ne pas ouvrir la porte. En plus, c'est pas les musulmans. Ça n'a rien à voir avec les religions, ni même avec une certaine tradition. Parce que ce voile qui couvre tout, c'est très localisé. On rappelle qu'il n'y a pas de prescription coranique sur non, et puis burqa, même sur le monde, dans quel pays ça se pratique, c'est extrêmement minoritaire. Donc, se revendiquer d'une tradition ou d'une religion, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis comme tout le monde maintenant, puisque aussi d'une génération, on a tous grandi ensemble. Moi, j'ai des amis qui sont musulmans. Je trouverais ça insultant de dire ce type représente et l'islam, et voilà, vous êtes de son côté. Non, on n'est pas de son côté, on n'est pas de son côté tous ensemble. Il faudrait arrêter de faire la confusion sur le terme musulman et un peu... C'est comme si nous tous, issus, par exemple, je ne sais pas, prenons tous de familles chrétiennes, protestantes ou catholiques, voilà, il fallait être absolument actuellement du côté du pape et défendre ses évêques. Non.
On n'est pas responsable de l'action politique dans ce cas-là, parce que c'est clairement politique je sais pas comment dire, on pourrait dire d'énergumènes, hein, mais de gens extraordinairement déterminés comme ce type, par exemple. Et sinon, il y a une dernière chose, et c'est désolé, je vois toujours le comique des choses, il fait tellement penser à ces espèces de gourous qu'il y a toujours eu, qu'il y avait toujours des tas de femmes qu'ils enfermaient chez eux, il y avait toujours des histoires à la fin, avec ces femmes et ces gosses, et ça donnait juste un espèce de petit fait divers, un petit peu sournois, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un très bon livre de Updike là-dessus, sur le gourou, le phénomène du gourou. Bon, ce type, c'est ça aussi. Le gros qu'on voit à l'image. Ouais. Voilà un avis tranché. Marie Desplechin, on continue ensemble. Et l'actualité, ça se passe aussi, et beaucoup, sur le net, du sérieux et aussi du loufoque. C'est avec Tam Tranui. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skate-car. Le gouvernement se met au parler jeunes et comme souvent pour s'adresser aux jeunes on passe par le web. Le résultat, c'est la grande consulte pour consultation nationale de la nouvelle génération lancée début avril avec Skyrock. C'est le très sérieux Thierry Saucé, dire comme de Matignon et patron du SIG, qui explique l'opération. On éditorialise nos informations, on les fait éditorialiser par Skyrock, mais à partir des informations publiques. Du coup, sur le site, on chatte, on taffe, on en a marre du bahut et on trouve le président super relou. La nouveauté, c'est que la com gouvernementale s'exprime comme les internautes. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus jeune. La tectonique des plaques a parfois du bon, surtout quand quelques étudiantes américaines s'en saisissent sur le web. Tout a débuté par une mauvaise blague lorsque l'imam de Téhéran, Kazem Sedighi, a déclaré « Les femmes qui sont mal habillées corrompent les jeunes et répandent l'adultère dans la société, ce qui accroît le nombre de tremblements de terre. » Une allégation qui a fait sursauter Jennifer McCreight à l'autre bout du monde dans l'Indiana. Sa réponse, le bookquake, littéralement séisme provoqué par les seins, lancé depuis son blog. À son appel, des femmes du monde entier en décolleté affriolant se sont réunies pour faire trembler la terre. Au total, pas de peur ni de mal, mais un joli pied de nez au censeur et une franche partie de rigolade. Que ces attaques viennent également de mon camp. À 83 ans, Charles Pasqua a fait l'expérience inédite d'un procès retransmis en direct live sur la toile. Depuis 15 jours pour s'informer, fini les journaux, la radio, la télé et même les articles sur Internet. Tout s'est passé sur les comptes Twitter des quelques initiés qui assistaient aux audiences. Minute par minute, on a eu droit au soubresaut du procès et aux bons mots de l'inénarrable sénateur. Comme quoi, en 140 signes, on peut en dire long. Enfin, difficile de parler du web sans traiter cette nouvelle beaucoup plus sombre. Dimanche dernier, le Hamas a mis en ligne sur son site un dessin animé qui fait froid dans le dos. On peut y voir Noam Shalit, le père du soldat franco-israélien Gilad Shalit, prisonnier depuis 4 ans. De plus en plus âgé, il continue d'attendre la libération de son fils, mais ne reçoit finalement que son corps dans un cercueil. Heureusement, on découvre à l'issue du film que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. L'espoir demeure, assure le commentaire en avertissement. Le message est reçu, mais le cynisme de cette vidéo a été condamné et les discussions ne sont pas plus avancées. La suite du 22h, c'est tout de suite les rendez-vous de la semaine prochaine et c'est l'agenda. On commence par samedi, le 1er mai, avec évidemment la mobilisation. Vous le savez, c'est un rendez-vous traditionnel et cette année, la réforme des retraites sera en tête d'affiche. C'est la mère des revendications pour Force ouvrière. Dimanche, réunion de l'Eurogroupe, on en a parlé tout à l'heure à Bruxelles sur le plan d'aide à la Grèce. Athènes devrait recevoir environ 100 milliards d'euros sur 3 ans d'aide financière en échange d'une cure d'austérité qui a été mis en place dès ce soir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis mardi, notez-le, les sénateurs UMP à l'Elysée, les thèmes abordés, la burqa, on en reparle encore, et les retraites notamment. Et maintenant, on va passer aux États généraux de la femme, organisés par Elle, le magazine Elle, des réunions, des ateliers, des débats, un peu partout et toujours beaucoup de questions. Notre invitée pour en parler, Caroline Dehaas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des animatrices du collectif Oser le féminisme. D'abord, vous allez défiler pour le 1er mai ? Oui, on sera dans la manif pour interpeller les manifestants et le gouvernement sur la situation des droits des femmes dans le monde du travail. Parce qu'avec 27% de différence de salaire, 40% de différence de retraite ou les femmes qui composent 80% des travailleurs précaires, l'égalité salariale, elle n'est pas du tout encore d'actualité. D'accord. Donc c'est
y a de nouvelles revendications par rapport aux années précédentes ou c'est toujours... Les revendications, pour moi, c'est toujours les mêmes, c'est l'égalité. Après, évidemment, on ne porte pas, par exemple, le droit à l'avortement. Aujourd'hui, on l'a acquis. Ce pourquoi on se bat, c'est qu'il soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, il y a en moyenne 5000 femmes par an qui partent avorter à l'étranger parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Il y a des centres qui ferment, par exemple en Ile-de-France, et on se retrouve souvent dans des grandes difficultés. Donc on a gagné le droit grâce au combat de nos aînés. Maintenant, il faut le faire appliquer. Voilà pour les revendications. On a parlé tout à l'heure avec Marie de l'interdiction, du débat sur l'interdiction autour de la burqa. Est-ce que ça fait partie aussi de vos discussions dans ces ateliers, dans ces réunions ? Bien sûr. Alors, on a sorti un numéro de notre journal sur la religion. Ce qu'on remarque généralement sur la religion en général, je parle de la religion en général, voilà, c'est qu'on vient de dire que c'était pas lié à la religion. Non, je pense justement, ce qu'on a dans notre numéro sur la religion, d'abord on a remarqué qu'à chaque fois que la religion s'occupait des droits des femmes, généralement c'était pas pour les faire progresser. Puis la deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que la question du voile, c'est pas seulement un problème religieux. Le voile, il date de 1200 ans avant Jésus-Christ, donc ça date d'il y a très très longtemps. Et le voile, c'est un instrument et le voile intégral encore plus, pour marquer la différence entre les femmes et les hommes dans l'espace public. Le voile, il n'est pas porté à la maison. Et clairement, est-ce que vous êtes pour l'interdiction du port de la burqa, comme le dit le gouvernement, pour la dignité de la femme ? Moi, je pense que interdire la burqa, faire une loi pour interdire la burqa, ça ne sera pas efficace. Je pense qu'il faut que le gouvernement s'organise pour que ces instruments d'oppression des femmes disparaissent de nos sociétés et qu'ils disparaissent de toutes les sociétés, parce qu'il y a des pays où si vous portez par exemple un pantalon, c'est le cas au Soudan, quand vous êtes une femme, vous risquez de vous ramasser des pierres dans la rue. Donc je pense que toutes ces formes d'oppression, elles doivent disparaître, mais je ne suis pas sûre que ce soit par une loi qu'on y arrivera. À mon avis, c'est plus par l'éducation et puis par le respect de la laïcité. Quand on voit le président de la République qui va faire des grands discours auprès de toutes les religions et puis qui va visiter le Vatican, je pense que les principes de laïcité aujourd'hui dans le pays sont un peu en danger et il y aurait bien besoin que on remette ces principes-là républicains d'égalité entre les femmes et les hommes et entre tous les citoyens sur le devant de la scène. Marie Desplechin, justement sur ces états généraux de la femme, ça existe depuis 40 ans, depuis très... Le premier dans les années 70, oui. 40 ans, on va pas vous et d'ailleurs, elle avait été extrêmement chahutée. Oui, les premiers, avec des textes extraordinairement drôle. Quand on relit les histoires du féminisme, c'est un moment où les gens ont dû beaucoup s'amuser. Au dépend de elle. Ils avaient fait un questionnaire pour interroger les femmes et les militantes du MLF, avec du mouvement de libération des femmes, avaient fait un contre-questionnaire pour se moquer des états généraux de elle et qui était très croustillant. J'ai envie de vous demander votre définition du féminisme à l'une et à l'autre. Le féminisme, pour moi, c'est un des outils pour transformer la société en se battant pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Oh, c'est compliqué. Il y a une chose que je voudrais pas qu'on fasse émission pour en parler, ma fille. Voilà. Et c'est moi en tant que autre chose qui est un peu à côté d'être humain en tant que femme. Tout ce que je ne veux pas qu'on me fasse est valable pour les autres aussi. Si on commence à le faire aux autres, ça veut dire que demain c'est pour moi. Et si c'est pas pour moi demain, ce sera pour ma fille demain. D'accord. Caroline Dehaas, vous restez avec nous pour finir cette émission. Et comme d'habitude, le vendredi, on demande à l'invité quel objet il a choisi d'amener sur le plateau. Ça peut être un objet auquel il tient. Alors, c'est quoi cet objet ce soir? Alors, je l'ai rangé sur ma chaise derrière moi. C'est une petite cuillère que j'ai ramenée de Niamey, au Niger, au marché de Katako, qui est le marché où il y a les artisans, toute l'industrie, voilà. Et voilà, le Niger, il y a 15 millions d'habitants et il y en a 7 au moins qui sont menacés par la famine. Et je pense que ce serait intéressant, comme justement sur le PS, de réfléchir plus large. Ces catastrophes, elles vont se répéter à cause des changements climatiques, à cause des régimes qui ne marchent pas, à cause des collaborations Nord-Sud. Et si on pouvait les repenser aussi à la base et dans la circulation des gens d'ailleurs, entre chez eux et chez nous. Égalité homme-femme, égalité Nord-Sud. C'est un voyage qui peut inspirer, qui peut vous inspirer pour un roman, là, un prochain roman? Certainement pas pour la politique, non, mais moi je vais pas. Non, c'est pas parce que je vais 15 jours quelque part au secours que je vais prendre un roman, ça ferait peur. Non, la cuillère non plus, je suis heureuse de l'avoir chez moi parce que voilà, ça me rappelle et puis en plus c'est un bel objet. C'est très beau. C'est vrai, merci. Très joli. C'est très beau. Merci beaucoup Marie Desplechin d'avoir été l'invitée de ce 22h. Merci Caroline Dehaas. Votre soirée évidemment se poursuit sur Public Sénat dans un instant. C'est Jean-Marie Colombani qui invite Jean-Michel Ribes et puis après notez le rendez-vous à 23h. C'est un monde de bulles sans frontières. Très très belle soirée à vous sur Public Sénat. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct,
24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Bonjour, j'ai invité cette semaine Jean Clair et Jean-Michel Ribes. Jean Clair, conservateur, philosophe, spécialiste de l'art contemporain, qui est le commissaire de l'exposition Crimes et Châtiments au musée d'Orsay, et Jean-Michel Ribes, qui est le directeur du théâtre du Rond-Point. Bonjour Jean Clair. Bonjour et merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. On va d'abord parler de ce qui nous occupe en ce moment, c'est-à-dire l'exposition Crimes et Châtiments qui est au musée d'Orsay, dont vous êtes le commissaire et dont vous avez eu l'idée, je crois, avec Robert Badinter. L'idée est venue de Robert Badinter qui souhaitait depuis très longtemps rappeler l'événement tout de même considérable dans l'histoire de la France qui a été l'abolition de la peine de mort en 81. Et je lui ai proposé un peu imprudemment de réaliser une exposition à ce propos-là, malgré toutes les difficultés possibles à la réaliser dans un délai extrêmement court, 14 mois. Et c'est une exposition qui rencontre un grand succès. Un immense succès, oui. Absolument. Je dis immense parce que je pense que les raisons de ce succès sont extrêmement diverses. C'est-à-dire ? Je pense qu'une partie de l'attrait est un attrait un peu morbide et qui est sans doute d'ailleurs un peu déçu, en particulier pour la guillotine. Ah, on voit la guillotine quand même. On voit la guillotine. On la voit. On la voit pour de bon, pour de vrai. Je dois dire que très peu de gens ont jamais vu une guillotine. Oui. Bon, c'est pas une chose que l'on voit désormais. Il y a même très longtemps qu'on ne voit plus de guillotine. Oui. Puisque dès après la Seconde Guerre, les guillotinages étaient devenus très rares, se faisaient dans les cours des prisons, clandestinement, et à une heure où le soleil n'est pas levé. Donc, avec en exergue au-dessus de cette guillotine une très belle phrase de Victor Hugo. Oui, qu'on a trouvé pour répondre un peu aux critiques qui nous ont été faites de montrer une chose aussi épouvantable qu'une guillotine. Et Victor Hugo disant on peut avoir l'opinion qu'on veut, on peut être pour ou contre la peine de mort, et il ajoute aussi longtemps qu'on n'a pas vu la guillotine. Ah, absolument. Ce qui est admirable. Alors en même temps, c'est une exposition qui est intéressante pour vous-même parce que vous avez toujours professé qu'il ne fallait pas détacher l'art de l'histoire. Là, on est évidemment... Je veux dire, ce lien est parfaitement illustré. En plein dedans, oui. À la fois de l'histoire tout court. Donc là, en particulier, si on fait très attention, on peut se rendre compte qu'il y a des dates qui ont été choisies, qui n'auraient peut-être pas été nécessairement choisies telles s'il y avait eu un seul commissaire et non pas deux. Mais ça, c'est des querelles d'historiens et d'idéologues, si on veut. Donc les œuvres d'art veulent bien dire quelque chose. Et d'autre part, il y a certaines significations qui apparaissent, qui éclatent dans une exposition de ce type, qui n'apparaîtrait pas dans une exposition d'art, genre esthétique que je déteste de plus en plus. Parce que l'objet d'art, pour moi, c'est une fiction. C'est une fiction à laquelle il faut redonner sa réalité en effectivement lui redonnant son contexte, qui est à la fois politique, scientifique, médical, sociologique, philosophique, tout ce que vous voulez. Alors, bon, on va y revenir d'ailleurs, notamment sur l'art contemporain, mais dans cette exposition, on s'aperçoit qu'il y a une place particulière en même temps pour les femmes, à travers évidemment l'assassinat de Marat, bien évidemment. Oui, alors ça fait partie de ces surprises d'une exposition, des choses qui apparaissent une fois que l'exposition a été terminée. Vous ne pouvez pas a priori deviner que la femme meurtrière occuperait une